Bonjour et bienvenue sur JurassicPark.fr. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de stream pour le site. On se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu comme j'avais déjà fait avec la colo du Crétacé ou avec les fan-films Jurassic Park. Là, j'avais envie de faire un petit tour, un petit état des lieux des autres œuvres de fiction qui mettent en scène des parcs à dinosaures. Alors, je vérifie juste qu'au niveau son... Enfin, moi, dans mon retour, la musique est trop forte. Hop, je la baisse un peu pour que ce soit supportable, au moins pour moi. Donc j'avais envie de faire cette vidéo sur les autres œuvres de fiction qui mettent en scène des parcs à dinosaures, que ce soit avant Jurassic Park, et donc Jurassic Park s'est peut-être inspiré, on ne sait pas, ou après Jurassic Park, qui ont repris un petit peu la même idée et ont essayé de faire différemment. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo ? C'est parce qu'au départ, je m'intéresse pas mal à ce qui a pu inspirer Crichton. Donc j'avais regardé s'il existait d'autres histoires de parcs à dinosaures avant Crichton. Et puis depuis quelques semaines, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment on peut parler de parcs à dinosaures, ou en tout cas de dinosaures dans notre monde contemporain, sans refaire toujours la même chose, sans refaire toujours du Jurassic Park. Vous me voyez venir, je pense. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection. Alors j'ai sûrement raté des trucs. J'ai essayé de retenir des plus marquants, les plus intéressants, des trucs assez divers. Mais j'ai sûrement raté des trucs. Donc si vous passez en cours de vidéo ou si vous la regardez en replay, n'hésitez pas à me suggérer d'autres idées de parcs à dinosaures en dehors de Jurassic Park. Donc on est parti avec cette petite sélection. Je vais essayer de faire ça en ordre chronologique. Donc bien sûr, alors là je vous ai mis une petite image d'illustration qui est pas liée à ce que je voulais vous parler, mais j'aime bien cette image de quand on parle de parc à dinosaures, forcément le parc de Crystal Palace en Angleterre avec les dinosaures tels qu'on les imaginait à la grande époque de Richard Owen notamment. Et donc là c'est un fan art qui avait été fait par je ne sais pas qui, tiens, et ça m'embête, tiens, je vais essayer de trouver son nom pour pouvoir le citer, parce que ce fan art est vraiment sympa. Alors il y a sa signature en bas à droite, mais elle est difficilement lisible. En tout cas, il a recréé, comme vous le reconnaissez, il a recréé la scène de l'évasion du T-Rex à l'époque victorienne, et en représentant le T-Rex tel le fameux mégalosaure original qui avait été décrit, le tout premier dinosaure, tel qu'il avait été décrit, un espèce de gros iguane. Hop, si je clique là. Donc c'est JC Art Studio qui a fait cet excellent fan art. Mais ça fait pas partie des parcs dont je voulais vous parler. Moi, le premier que j'ai sélectionné, il date de 1978 et c'est un comic book. Un comic book de super-héros, quasiment. Enfin, même pas quasiment, hein. C'est un super-héros. Je crois pas que ce soit un Marvel, mais c'est un super-héros quand même. J'arrête de meubler dès que je trouve la bonne fenêtre pour l'afficher. Ça doit être celle-ci. Pas du tout. C'est l'autre. Celle-là. C'est bien la bonne, mais elle s'affiche trop loin. Donc, plan B. Où est-ce qu'il est, mon plan B ? Donc un excellent site consacré à Jurassic Park, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Et notamment une section dossier, les influences de Crichton. Ici, voilà, on a quelques captures de planches de comics. Hop. Et c'est donc un comic Judge Dredd. Judge Dredd, donc vous connaissez sans doute d'au moins deux noms. C'est un comics de je ne sais pas qui. C'est sans doute pas du Marvel, je crois pas. Vous avez sans doute vu le film le plus récent là, qui était plutôt pas mal. En gros, c'est comme son nom l'indique, un juge, mais il est à la fois juge et policier.
C'est lui qui juge et dans la foulée, il applique la sentence. Donc Judge Dredd, dans ce comic-là, donc c'est un comics de 1978 qui s'appelle Cursed Earth, donc la Cursed Earth, la Terre maudite. Judge Dredd va devoir traverser tous les États-Unis pour faire je ne sais plus quoi, mais il est accompagné en tout cas d'un prisonnier, et il doit traverser les États-Unis de Mega City 1 à Mega City 2, donc de New York à Los Angeles, et ça va se dérouler en une douzaine d'épisodes qui vont le faire traverser à peu près autant d'États, et à chaque fois, il va lui arriver des aventures un petit peu étranges. Et donc, dans un épisode, au cœur de je ne sais plus quel État des États-Unis, il va se retrouver confronté à un terrible tyrannosaure qui s'appelle Satanus. Bon, le nom est peut-être pas le meilleur nom qu'on aurait pu choisir, mais en tout cas, ce tyrannosaure s'appelle Satanus. Il devient un ennemi récurrent de Judge Dredd. On le revoit ensuite dans d'autres aventures. Mais dans cet épisode-là, c'est la première fois où cet ennemi apparaît, donc Satanus le tyrannosaure. Et on nous raconte un petit peu son histoire. Donc c'est ce qu'on voit sur ces captures-là. Donc je suis désolé, là j'ai juste les captures. Je ne sais pas pourquoi le comics ne veut plus s'afficher. La fenêtre du comics ne veut plus s'afficher sur le stream. Mais là, on voit quelqu'un qui explique comment a été créé Satanus. Donc avant la guerre nucléaire qui a ravagé la Terre et qui a créé le monde de Judge Dredd. Donc là, on nous explique clairement que de l'ADN a été trouvé dans les fossiles de dinosaures, comme le squelette qu'on voit derrière, dans le désert du Colorado. Voilà, ça se passe dans le Colorado, cet épisode-là. Et ce scientifique, alors qu'il n'a clairement pas une gueule de scientifique, peut-être qu'à quelques années d'une guerre nucléaire, les scientifiques ressembleront à ça, sans faire du délit de sale gueule non plus. Mais voilà, ce scientifique a l'intention d'utiliser l'ADN des dinosaures trouvés dans les os pour ressusciter quelques spécimens de dinosaures. Donc on nous explique qu'après une procédure qui ressemble au clonage, l'ADN a été injecté dans des œufs d'alligator qui permettent aux dinosaures, qui fournissent aux dinosaures ce qu'il faut pour se nourrir et se réchauffer. Et ça a marché. Ils ont fini par faire éclore des bébés dinosaures. On peut regarder la deuxième capture, qui nous explique que une fois qu'ils se sont rendus compte que ça marchait, ils se sont dit mais pourquoi on rentabilise pas cette idée? On n'a qu'à recréer des centaines de dinosaures et ouvrir un parc national des dinosaures. Le public a toujours aimé les monstres. Ça va nous rapporter de l'argent, on va faire une fortune avec ce parc et ça va résoudre nos problèmes financiers. Et aussitôt dit, aussitôt fait, ils ont ouvert un parc national des dinosaures qui fut un grand succès dans toute l'Amérique, avec des espèces de cow-boys, de mi-cow-boy, mi-robot, cow-boy cop on va l'appeler, ou robo-boy. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble entre un cow-boy et Robocop, qui sont chargés de la surveillance du parc. Voilà, et donc on voit qu'on est dans un univers un peu plus futuriste que le Jurassic Park qu'on connaît, même plus futuriste que notre Jurassic World, qu'il l'était déjà pas mal avec ses gyrosphères. Et on voit que la grande attraction de ce parc-là, déjà à l'époque, c'était le tyrannosaure. Et c'est sa séance de nourriture à 3 heures tous les jours. Donc on nous raconte un peu plus loin dans l'histoire que au moment où il y a eu la guerre nucléaire, les dinosaures se sont échappés, et puis il y a ce fameux Satanus qui a été créé à un moment, et lui, alors c'est un petit peu étrange, ça rejoint un petit peu une des idées exprimées dans Jurassic World Dominion, qui est que le tyrannosaure recréé se rappelle de qui il était il y a 65 millions d'années.
Et donc voilà, ça devient un espèce de tyrannosaure psychopathe qui devient le roi de la terreur, pardon, de la région. Et Judge Dredd va se retrouver à l'affronter. Donc ça, c'est en 1978. Alors, j'ai plus trop en tête la chronologie. Hop, on doit l'avoir ici. En 78, normalement, Crichton n'a pas encore commencé à réfléchir à cette idée de Jurassic Park. Donc, est-ce qu'à un moment, il est tombé sur ce comic Judge Dredd et il s'est dit ça pourrait être une bonne idée quand même, ce clonage? On sait que Crichton a eu d'autres sources d'inspiration qui lui ont inspiré la méthode du clonage pour recréer les dinosaures. Notamment, on en parle ici dans une vidéo sortie l'année dernière sur le site. C'était notamment une idée de l'auteur Charles Pellegrino. Je vous laisserai regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, c'est quand même très étonnant. En tout cas, il y a... Oui, on va dire étonnant, on va pas être complotiste, mais cette idée de la méthode de clonage, ce qui sortent comme ça de nulle part dans un comic book qui n'a rien à voir et qui pourtant se retrouve plutôt cohérente en termes scientifiques. Voilà pour le premier exemple de parc à dinosaures en dehors de la licence Jurassic Park. Je vais enchaîner tout de suite avec un deuxième qui lui date de 1980 et j'espère que cette fois la capture ne va pas me faire faux bond. Normalement non, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà la seconde itération de l'idée de parc à dinosaures. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Our Lady of the Sauropods, donc Notre-Dame des Sauropodes, un titre assez étonnant. C'est une nouvelle écrite, donc en tout cas publiée en 1980 donc écrite par Robert Silverberg et publiée dans Omni. Alors Omni, si vous connaissez un petit peu Jurassic Park, on en entend parler très vite fait dans le film. Notamment Tim à un moment dit qu'il a entendu parler et qu'il a découvert ce truc dans Omni. C'est exactement ça qu'il dit. J'ai découvert ce truc dans Omni. J'ai découvert ce truc dans Omni. L'histoire de ce météore qui est tombé sur la Terre et qui aurait tué tous les dinosaures. Omni, c'est une revue de science... Alors, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est à la fois de la vulgarisation scientifique, mais qui publie aussi des nouvelles de science-fiction. C'est un petit peu un mélange entre les deux. C'était très populaire dans les années 70-80, je ne sais même pas, j'ai pas vérifié si ça existe encore actuellement. Mais voilà, c'est une revue qui s'intéresse à la fois la science réelle, concrète, qui publie des articles, alors pas des vrais articles scientifiques, généralement, ça arrive que des chercheurs qui se font retoquer par des publications scientifiques publient dans Omni pour éviter que leurs travaux soient perdus, parce que Omni, il y a moins de contrôle, il n'y a pas de pairs... de revues par les pairs et on est moins à cheval sur la méthode et sur l'exactitude du process scientifique. Donc voilà, Omni, une revue de science et de science-fiction. Et je parlais tout à l'heure de la vidéo sur Charles Pellegrino. Donc Charles Pellegrino, c'est déjà dans Omni qu'il avait publié un article où il détaillait point par point comment recréer un dinosaure à partir des moustiques dans l'ambre. Ce qui, forcément, là, c'est difficile de nier, aura inspiré Michael Crichton. Alors, je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas ce que j'affiche, là. Là, et si je fais ça? Ouais, ça a l'air beaucoup mieux. Donc, j'ai dit le titre tout à l'heure, Notre-Dame des Sauropodes, Our Lady of the Sauropods, publié dans la revue Omni en 1980 et écrite par Robert Silverberg. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un truc assez rigolo. Ça se passe dans un futur lointain. Sans doute parce qu'à l'époque on considérait ça irréaliste de pouvoir recréer des dinosaures, donc
Ça place le cadre de l'histoire dans le futur. Ça détaille pas trop comment ils ont fait pour les recréer. Ils disent juste que c'est, là encore, par la génétique. C'est vraiment une idée qui revient tout le temps. Le seul moyen de recréer des dinosaures, c'est par la génétique. Je crois pas qu'on ait d'exemple de parcs à dinosaures où ils vont les chercher par des voyages dans le temps, par exemple. Chaque fois qu'on a des parcs, c'est des dinosaures recréés. Donc ça se passe dans un futur lointain, et le parc à dinosaures, il est en orbite, il est dans l'espace. Enfin, au moment où se passe l'histoire, le parc est dans l'espace, et on nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avant. Qu'ils ont essayé de créer des parcs à dinosaures sur Terre, et que ça a mal tourné. Et il y a un point qui est assez rigolo, c'est qu'il parle d'un événement qui s'est passé à San Diego, qu'il y a eu un incident à San Diego avec les premiers parcs créés sur Terre, et du coup, suite à ça, ils se sont dit que c'était trop dangereux, et ils sont allés créer leur parc à dinosaures plutôt dans l'espace en orbite. Et donc, de fait, c'est plus vraiment des parcs, c'est plus des réserves scientifiques. Donc oui, les dinosaures sont dans une station orbitale et ils sont considérés comme tellement dangereux qu'ils sont surveillés à distance par des scientifiques qui, eux, sont dans une autre station. Et le point de départ de l'histoire, c'est que chaque mois, un des scientifiques va faire une visite de contrôle dans la station orbitale où sont les dinosaures. Il se pose, il se promène, il fait des vérifications et il repart. On nous raconte qu'il y a des conflits entre les scientifiques. Il y a une opposition entre ceux qui veulent continuer à les étudier, donc qui restent fidèles à leur vocation de scientifique, et d'autres qui commencent à se dire qu'on pourrait gagner de l'argent, on pourrait recommencer à gagner de l'argent, que l'époque où les parcs à dinosaures étaient dangereux, c'était il y a longtemps, et que on pourrait, alors certes, on va peut-être pas les remettre sur Terre parce qu'il faut pas déconner, mais on pourrait ouvrir notre station orbitale aux touristes en faisant payer l'accès. Et ça financerait nos recherches, entre autres choses. Donc il y a un conflit comme ça entre deux groupes de scientifiques, et donc on suit l'histoire d'une scientifique qui, c'est celle dont c'est le tour ce mois-ci d'être envoyée observer les dinosaures directement sur la station. Et donc, manque de bol, quand elle arrive sur la station, son vaisseau s'écrase. Elle ne peut plus repartir, et elle va devoir attendre un mois que le prochain scientifique vienne... le scientifique suivant dans leur roulement pour faire des visites arrive pour qu'elle puisse repartir avec lui. Parce que là, ils croient tous qu'elle est morte. Elle se rend rapidement compte que c'était un sabotage, que ce crash, il n'est pas anodin, et il est lié à l'opposition entre les deux groupes de scientifiques. Donc, elle va devoir survivre un mois dans une station orbitale, une espèce d'énorme globe, faut imaginer une espèce de boule à neige qui flotte dans l'espace avec des dinosaures dedans. Elle est blessée, donc les premiers jours, elle se planque dans une caverne, elle passe à 2 doigts de la mort, et puis elle se rend compte que... elle est persuadée qu'elle va se faire bouffer, et puis elle se rend compte que... Petit à petit, elle se rend compte que les dinosaures essayent de l'aider. Et donc à ce moment-là, il y a un petit twist dans l'histoire. Au fur et à mesure, elle prend conscience que les dinosaures sont beaucoup plus intelligents qu'on le pensait, qu'ils ont une vraie intelligence de groupe, qui collaborent entre eux, même s'il y en a, les carnivores mangent les herbivores, forcément, l'histoire de la vie, tout ça. Ils collaborent entre eux pour essayer de garder un écosystème équilibré, et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas parce que leur environnement il est clos, ils sont dans une espèce d'énorme boule à neige, et quoi qu'ils fassent, l'écosystème est déséquilibré à cause de ça, donc ils n'y arriveront pas. Donc voilà, donc là on est totalement dans le fantastique, mais les dinosaures ont une espèce d'intelligence collective qui leur permet de se rendre compte de ça. Petit à petit, alors je sais plus comment c'est explicité, mais voilà, ils comprennent que la personne qui s'est échouée là va peut-être pouvoir les aider, et donc ils commencent à prendre soin d'elle et tout.
Et bon, ça vire totalement dans le fantastique, où elle finit par gagner leur confiance, par devenir plus ou moins leur chef. Les dinosaures lui obéissent, la suivent. Et le jour où la relève arrive, elle se rend compte que le gars qui débarque, c'est celui qu'elle soupçonne d'avoir saboté son vaisseau un mois plus tôt. Et lui, il est persuadé en arrivant qu'elle est morte, sauf qu'il tombe face à face avec elle, qui est accompagnée de toute sa troupe de dinosaures. Elle ordonne à ces dinosaures de bouffer le gars, et on comprend que la suite de l'histoire, c'est qu'elle va faire sortir les dinosaures de cette station spatiale pour, je crois que c'est dit explicitement, essayer d'envahir l'univers à la tête d'une troupe de dinosaures. Donc ça part assez loin, en gros c'est Dune, sauf que Paul Atreides c'est un scientifique et les Fremen sont des dinosaures. Mais c'est assez sympa. Et honnêtement, si quelqu'un a validé d'acheter les droits de ce truc et d'en faire un film ou peut-être, je sais pas, plus un animé, mais un espèce de Dune où les dinosaures prennent le contrôle, ou un gars, ou une femme plutôt, pour respecter l'histoire, quelqu'un se sert des dinosaures pour prendre le contrôle de l'univers, ça peut être rigolo à regarder. Donc voilà. Notre-Dame des Sauropodes par Robert Silverberg, un deuxième exemple de parc à dinosaures qui part un peu loin cette fois, qui tourne un peu mal, mais c'était très intéressant à lire. Alors, on va faire un petit détour dans le temps, juste pour faire une petite pause très courte. Hop, alors si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez pas ce qui est prévu. Donc, je vais faire ceci. Hop. Une toute petite vidéo. Donc, c'est bon, ça s'affiche. Donc c'est... je vous montre ça. C'était très court. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était une cinématique du jeu Civilization Call to Power, donc un jeu vidéo sorti sur PC, je ne sais plus en quelle année. Est-ce que j'ai noté ça ? En 99. Donc un spin-off de la série Civilization, dans la série de jeux de gestion, et donc dans celui-là. On pouvait construire des merveilles qui nous donnaient des avantages conséquents pour notre civilisation. Et une des merveilles, donc, était de construire un parc à dinosaures. Donc là encore, inspiré de la méthode Jurassic Park, on voyait clairement que c'était une histoire de génétique. Il y avait des brins d'ADN dans la cinématique. Attends, si je l'arme... Il me semble aussi qu'il y a des portes, non ? Ou des... Bon, on voit un T-Rex... Et on voyait pas des grilles à un moment qui évoquaient clairement Jurassic Park ? Non, pas du tout. J'avais cru voir des clôtures dans le fond, mais c'était pas ça du tout. Et donc voilà, pour l'anecdote, cette merveille dans le jeu Call to Power augmentait de 300% la valeur des biens produits par la ville dans laquelle on la construisait. Voilà, donc c'était un petit intermède, donc en 99, le jeu Civilization Call to Power. Je reviens un tout petit peu en arrière, enfin un tout petit peu, 15 ans quand même. 15 ans en arrière pour parler d'un truc alors qui est beaucoup moins glorieux que les deux qu'on a vus jusque-là, qui est Carnosaur. Alors Carnosaur, vous connaissez sans doute pour le film de Roger Corman, film qui est sorti en 93, c'est pas anodin, c'était très opportuniste de sortir un film de dinosaures en 93.
Surtout quand on n'avait pas forcément l'ambition de challenger Jurassic Park, mais plutôt de profiter de son aura. Donc c'est Carnosaur, le film, c'est un gros nanar, hein, sorti en 93. Est-ce qu'on se regarde la bande-annonce? Est-ce qu'on se fait cet affront-là? Allez, on peut se faire ça. Bande-annonce de Carnosaur, c'est ici. Tac. What the hell is it? Looks like some kind of lizard. The Earth was not made for us. She was made for the dinosaurs. The Earth was scaled to their dimensions. Human beings are ants crawling through their living rooms. That's really fabulous. Like a great theme park. Un fabuleux parc d'attractions, donc Carnosaur. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Carnosaur? Alors déjà, à la base, c'est un roman. Un roman écrit en 1984, donc 9 ans avant la sortie du film. Et déjà à l'époque, c'est marrant, parce que le roman, il a été écrit par un Australien qu'on avait un petit peu rien à foutre. Et il a juste écrit cette histoire parce que on lui a soumis l'idée comme si c'était un bon coup. En gros, il avait discuté avec un journaliste par rapport à son précédent bouquin, et le journaliste lui avait dit que il revenait d'Hollywood. Il venait d'avoir fait un voyage aux États-Unis. Il revenait d'Hollywood et il était certain que le prochain carton d'Hollywood, ça allait être les films de dinosaures. Donc c'était en 1984, donc le gars avait peut-être 10 ans d'avance, mais c'est rigolo de se dire qu'il avait raison. Par contre, c'est clairement pas Carnosaur qui va en bénéficier, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que le livre était déjà pas ouf, il semble. Alors je l'ai pas lu, mais c'était déjà pas ouf. C'était un gars qui crée un parc à dinosaures dans le Midwest des États-Unis. Et il y a des sombres histoires de complot et des histoires d'argent. Et par contre, le film, donc c'est totalement un gros nanar. Enfin, j'ai vu ça il y a très longtemps. J'ai pas voulu le revoir pour préparer cette série de vidéos. C'était vraiment juste pour l'évoquer comme ça. Donc là, on était en 84. En 87, on va passer à quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus enfantin, avec Lost in Dinosaur World. Qu'est-ce que c'est Lost in Dinosaur World? C'est une série de livres pour enfants, écrite par un gars qui s'appelle Geoffrey T. Williams. Donc il y a 4 bouquins. Écrit en 87, et là encore ça met en scène un parc à dinosaures. Alors là je ne sais plus, enfin je vous avoue j'ai pas lu les bouquins, mais je ne sais pas si là aussi les dinosaures ont été clonés. Je ne sais pas s'il y a des explications sur la manière dont ils ont été recréés, mais en tout cas voilà, il existe un parc à dinosaures, et dans chaque bouquin c'est un enfant différent. C'est une espèce d'anthologie, à chaque fois les héros changent et il leur arrive des aventures différentes au sein du parc. Donc il y a 4 bouquins sortis quelques années avant Jurassic Park, et l'auteur a poursuivi en justice Michael Crichton pour plagiat.
Le gars a osé. Donc vous avez ici la retranscription du procès, pardon, le procès verbal de toute cette histoire-là, où ils expliquent que le gars porte plainte parce qu'il estime que il avait eu en premier l'idée du parc avec des dinosaures, que en plus dans son premier bouquin, le gamin, le héros s'appelle Tim, alors quand même c'est une drôle de coïncidence. Bon, pas tant que ça. Qu'il y a un tyrannosaure, enfin voilà, il se base vraiment sur des choses vraiment très basiques. Il n'y a clairement pas... Enfin, c'était évident qu'il allait perdre son procès pour plagiat. Il n'y a clairement pas de similitude poussée. À la limite, le troisième bouquin, alors c'est ce que raconte le... voilà, j'ai pris le temps de lire toute la retranscription du procès. Dans le troisième bouquin, il y a quand même l'idée que des enfants sont invités pour aller tester un nouveau parc qui n'a pas encore ouvert au public. Donc le gars a joué un petit peu là-dessus pour dire bah voilà, Jurassic Park il fait pareil, c'était mon idée. En plus, les enfants dans celui-là, c'est un garçon et une fille, et le garçon il est fan de dinosaures, exactement comme dans Jurassic Park. Bon voilà, il est vraiment allé chercher le moindre truc pour essayer de gratter un peu de sous. Ce qui est rigolo, c'est que ces deux héros s'appellent Peter et Wendy, et le gars vient parler de plagiat. Donc voilà, une petite série de livres pour enfants. J'ai pas lu les bouquins, c'est sans doute très mignon. A priori, il y a quand même une volonté de coller un petit peu à la réalité paléontologique et d'être à la fois divertissant et culturel. Les informations sur les dinosaures, apparemment, c'est quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Les infos sur les dinosaures sont assez poussées et il y a pas mal d'explications sur les différentes espèces. Bon, par contre, c'est un truc un petit peu cheap. Et ce qui est cheap aussi, c'est l'adaptation qui a été faite en court-métrage du premier livre. Alors, elle est disponible sur YouTube. Elle dure... donc c'est un court-métrage qui... Enfin, c'est même un moyen-métrage. Alors, je sais pas quelle est la règle officielle, à partir de quand on passe du court au moyen-métrage. Mais voilà, là, ça dure 27 minutes. Et c'est un truc totalement cheap. Je vais essayer de vous en mettre quelques passages. Accrochez-vous. Hop. Alors déjà, le son est dégueulasse. Hein. Ça date un petit peu. Le son est pas ouf. L'image est toute floue. Le cadrage est clairement pas professionnel. Le mouvement de caméra non plus. Et la musique, encore moins. Voilà, basé sur la série de livres par Geoffrey T. Williams. Voilà, alors le générique est un peu long. Hop. Voilà, le jeune héros. Alors là, le film date de 93. Je pense que le mec a décidé de se venger. Alors je sais pas si c'est l'auteur du bouquin qui s'est dit qu'il allait adapter sa propre histoire avec ses neveux et un caméscope. Mais c'est quand même un drôle de hasard. Vous allez voir le costume du gamin. Le foulard rouge, la chemise en jean. Et le chapeau. Le mec se venge. Sa vengeance est terrible. Alors là, la petite sœur. Mais voilà, sa vengeance est terrible. Jurassic Park l'a plagié. Alors, il a décidé lui aussi de plagier Jurassic Park via le costume. L'arrivée au parc. Alors, il avait quand même un peu des moyens. Hein. J'ai l'impression qu'il a... Alors, je sais pas si il a utilisé un vrai Dinosaur World ou s'il a loué des décors sur lesquels il a rajouté ça.
Mais voilà, il y a un peu de production value quand même. Il n'a pas tourné ça totalement dans son jardin. Il y a des figurants et il y a du décor. Alors là, la blague, ça c'est des chapeaux géants pour se protéger des chiures de ptéranodons. Et donc on avance un peu, je vais essayer de vous montrer un dinosaure. Alors là c'est pas un dinosaure, c'est un dimétrodon, mais vous allez avoir une idée de la qualité des effets spéciaux. What do we know about this? It's Dimetrodon. Dimetrodon. He's a reptile, not a dinosaur. Basically, just a big lizard. No problem. Then what's that fan on his back for? Because he's a reptile. Et on retrouve dans l'adaptation le principe d'être quand même relativement constructif en termes de enfin voilà, là le gamin explique que c'est un dimétrodon, à quelle époque il a vécu, pourquoi il a ce voile sur son dos, à quoi ça lui sert. A priori c'était déjà le cas dans le bouquin et on voit que dans l'adaptation, aussi cheap qu'elle soit, ils ont tenu à garder cet aspect éducatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un stégosaure ici. Why not? Their brains are about the size of golf balls. Donc je pense qu'ils sont allés tourner dans un vrai parc à dinosaures quelque part aux États-Unis avec des vieux animatroniques cheap. Il y a un passage très gênant en comédie musicale où ils servent des repas géants. Donc voilà, un espèce de burger de dinosaure qui fait la taille de la table. Et tout ça, ils le font en chanson. C'est très très gênant ce passage-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, à un moment, le gamin se perd avec sa sœur. Il s'égare dans les bois. Ils y passent la nuit. Et voilà, je vais vous montrer la scène d'action. Le money shot du film avec le tyrannosaure et un hélicoptère. Donc là aussi, il y avait quand même un tout petit peu de moyens pour avoir réussi à ramener un hélicoptère sur le tournage. Voilà. C'est la scène la plus intense du film, pour vous donner une idée du truc. Donc c'était Lost in Dinosaur World par... comment j'ai dit qu'il s'appelait? Par Geoffrey T. Williams, le gars qui a osé attaquer Jurassic Park pour plagiat. Après, je dis pas que Crichton n'a plagié personne, mais... en l'occurrence, dans son cas, c'était un peu osé d'aller jusque-là. Donc là, on était en 93 avec la sortie de ce film-là. Maintenant, on va faire un bond dans le temps et arriver à notre dernier parc à dinosaures. Dinosaur Sanctuary, un manga de qui et de quand? Donc un manga de Hitaru Kinoshita, accompagné d'un scientifique, d'un paléontologue, Shinichi Fujiwara. Donc qu'est-ce que c'est Dinosaur Sanctuary? C'est un sanctuaire de dinosaures, comme son nom l'indique. Comment je fais pour passer les pages là? Comme ça. Donc ça raconte l'histoire d'un zoo spécialisé dans les dinosaures. Ça se passe au Japon. Je sais plus si c'est explicité à quelle époque. Je sais pas. Au vu des images, c'est relativement contemporain. Et le postulat, c'est que dans le monde de Dinosaur Sanctuary, le fait de cloner des dinosaures, c'est devenu un truc totalement normal. Il y a autant de parcs à dinosaures que de zoos d'animaux contemporains. Et les parcs à dinosaures ont des problématiques de zoo. Les dinosaures ne sont plus exceptionnels. Alors ça reste des animaux peut-être un peu plus recherchés par le public que les animaux contemporains. Mais voilà, on a dépassé ce stade de l'émerveillement. On a dépassé ce stade de la découverte. Et le fait qu'avoir des dinosaures dans le monde contemporain, c'est insolite.
Et donc, on suit l'histoire d'un parc. Alors, il s'appelle pas Dinosaur Sanctuary. Dinosaur Sanctuary, c'est le titre du manga, mais le parc a un autre nom. Et c'est plutôt un petit parc qui galère financièrement, qui doit optimiser ses coûts, qui doit bien réfléchir, trouver des bonnes idées pour attirer le public et réussir à vivre à côté de gros parcs qui ont beaucoup plus de moyens. C'est un petit peu voilà, l'histoire de Walibi qui lutte face à Disney. Et donc on suit l'histoire donc de cette jeune fille ici. Donc là ça se passe quand elle était un petit peu plus jeune. Mais la majorité du manga, c'est de la suivre, elle, à partir du premier jour où elle prend ses fonctions en tant que stagiaire dans le parc à dinosaures, et de la suivre progressivement, découvrir le métier, découvrir les dinosaures, en apprendre plus sur eux. Et finalement, qu'est-ce que ça fait de vivre au contact des dinosaures au quotidien dans notre monde actuel. Donc là, les premières pages sont en couleur, mais après, c'est du noir et blanc. C'est plutôt sympa. Il y a des bonnes idées là-dedans. Et je lui reconnais le mérite de m'avoir convaincu qu'on pouvait, entre guillemets, apprivoiser les dinosaures. C'était un des trucs qui me gênait le plus dans Jurassic World, le fait que Owen crée une relation de proximité avec les dinosaures, parce que je trouvais ça un petit peu trop facile, la manière dont c'était fait. Là, dans Dinosaur Sanctuary, les dinosaures, ça ne devient pas les sidekicks des héros. Ils arrivent à nouer certaines relations de confiance avec eux, mais ça reste des animaux dangereux. C'est pas Owen et Blue enfin c'est pas la relation qu'ont Owen et Blue dans les films Jurassic World. Et notamment il y a une scène où voilà, il y a un vétérinaire, un soigneur plutôt, qui est un soigneur expérimenté du parc, qui est habitué à côtoyer un allosaure, et donc qui rentre dans l'enclos de l'allosaure régulièrement, et tout se passe bien. Et puis voilà, à un moment il se passe un truc à côté de l'enclos qui fait que l'allosaure va être stressé, et ce jour-là l'allosaure va attaquer le vétérinaire qui ne s'en sortira pas. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus réaliste. Moi j'arrive à accepter cette idée-là, que ce rapprochement avec les dinosaures puisse se faire de cette manière-là, plutôt que de la manière dont on le voit dans Dominion. Et il y a quelques autres idées. Alors, un des défauts du manga, je trouve, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On suit cette jeune fille dans sa progression, dans sa découverte du métier au zoo. Mais en dehors de la suivre, elle, dans son quotidien, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas d'intrigue qui lie le tout. C'est vraiment, on va la suivre dans des histoires un petit peu indépendantes, on retrouve de temps en temps les mêmes personnages, de temps en temps les mêmes dinosaures, on nous donne des nouvelles d'un dinosaure qui avait été le dino principal d'un épisode précédent, on va nous en reparler vite fait, et puis on passe à autre chose. Donc c'est un petit peu le défaut, il n'y a pas d'enjeu global, il n'y a pas de trame. Mais individuellement, dans chaque histoire, je trouve qu'on se pose les bonnes questions. Que ce soit sur des espèces d'enquêtes un petit peu... c'est un vétérinaire qui soigne les dinosaures en menant un peu des enquêtes, comme Grant et Sattler vont essayer de soigner le Triceratops dans Jurassic Park, en menant une enquête, en analysant les symptômes, et en déduisant qu'il était malade à cause de l'arbre à chapelet. Voilà, il y a un vétérinaire qui travaille un petit peu comme ça aussi dans le bouquin, et c'est assez intéressant. Il y a des questionnements sur plus au niveau de la direction du parc. Est-ce qu'on a un rôle, est-ce qu'on est là pour
amuser le public ou pour lui apprendre à aimer les dinosaures. Donc il y a ce conflit entre les dirigeants qui est toujours intéressant. Il y a des choses beaucoup plus poussées sur le métabolisme des dinosaures. Je sais pas si c'est inventé, je pense pas. Enfin, c'est relativement bien sourcé. Mais des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sur la manière dont les dinosaures vont se réchauffer en hiver. Je me suis jamais posé la question avant. Et il y a un épisode où c'est au cœur de l'histoire. Voilà, il y a un moment, il se met à neiger pour des dinosaures qui sont pas prévus, qui n'avaient pas l'habitude initialement de vivre dans des latitudes où il fait si froid. Et comment ils font pour se réchauffer. Il y a comment on relance l'intérêt des dinosaures. Je disais que c'était que les dinosaures dans cet univers-là étaient devenus quelque chose de relativement commun. Comment on fait pour relancer l'intérêt? Est-ce qu'on doit forcément aller chercher plus dedans? Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour intéresser les gens? Et spoiler, oui, il y a d'autres méthodes, et heureusement. Et puis voilà, d'autres idées, notamment un truc que j'avais pas pensé non plus, mais ils disent clairement que ça sert à rien de faire revenir des espèces qui se ressemblent. Alors c'est quoi l'exemple qu'ils citent, je sais plus, mais ils citent 3 espèces qui se ressemblent et il y en a une naïvement, l'héroïne naïvement pose la question, mais pourquoi on n'a jamais eu de... Je crois on n'a jamais ressuscité de Baryonyx. Parce que ça ressemble trop à un Irritator ou à un Spinosaure. À quoi bon ressusciter une nouvelle espèce? Alors, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis ouais, finalement, peut-être que ça se passerait comme ça, et qu'il y aurait les dinosaures qui auraient leur chance, et pas les autres, parce que ils ressemblent trop à des trucs qu'on a déjà vus. Et tout ça, ça nourrit un petit peu la réflexion, et ça va chercher, ça fait l'effort d'aller chercher des idées sur comment ça se passerait si on avait des dinosaures dans le monde contemporain, en fait. Et donc c'était le dernier exemple de parc à dinosaures que je voulais présenter. Et d'ailleurs, je remercie mon camarade Jay de m'avoir fait découvrir ce manga. La découverte de ce manga m'a décidé à faire ce stream une bonne fois pour toutes. Et ouais, ça montre qu'on peut faire du dinosaure dans un univers contemporain avec d'autres idées. Sans tourner en rond et en allant chercher des thématiques intelligentes et réalistes, des questions qu'on se poserait réellement si les dinosaures nous étaient contemporains. Donc là on le voit, le nom du parc que je cherchais tout à l'heure, c'est Enoshima Dinoland. Voilà où je voulais en venir. Pour moi, Dinosaur Sanctuary, c'est une vraie alternative. C'est une alternative à la manière dont Jurassic World a traité les dinosaures. Il a essayé, alors il a fait semblant de construire un monde où les dinosaures étaient parmi nous, mais il n'a jamais osé le faire vraiment, malgré plein d'effets d'annonce. Là, Dinosaur Sanctuary le fait tout simplement. Et en se posant les bonnes questions. Donc oui, des alternatives sont possibles à ce que fait Jurassic World, et c'est vraiment de ce côté-là que j'aimerais que se tourne la licence Jurassic Park ou World, Jurassic de manière générale. La colo du Crétacé aurait pu prendre ce virage-là. Quand ils avaient annoncé la colo du Crétacé il y a maintenant 4-5 ans, je m'attendais à ce genre de choses, une espèce d'anthologie avec des petites histoires sur des gamins qui vont dans une colo où ils peuvent côtoyer des dinosaures et où chacun aurait sa propre problématique, chacun aurait sa propre histoire au contact des dinosaures. Finalement la colo du Crétacé c'est devenu ce qu'on sait. Et du coup voilà, ils ont un peu raté le coche, mais espérons que ce genre d'idée arrive un jour dans la licence Jurassic, que ce soit par les films ou par un autre médium. Voilà, ça fait combien de temps? Ça doit faire 1 heure là. Ça fait 58 minutes.
eh ben ça sert à rien d'essayer de gagner 2 minutes. On va en rester là. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Donc cette vidéo sera mise en replay sur la chaîne YouTube de JurassicPark.fr. N'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer d'autres œuvres de fiction qui mettent en scène des parcs à dinosaures. Et s'il y en a suffisamment, pourquoi pas faire une seconde vidéo pour regarder la manière dont c'est traité en dehors de la licence Jurassic Park. Merci à ceux qui sont passés en lurk et merci à ceux qui regarderont le replay. Et on se retrouve bientôt pour un prochain stream ou un prochain podcast beaucoup plus proche qu'on ne le pense sur jurassicpark.fr. Salut!